Allez. Bezrat Hashem, le cours de ce soir sera dédié pour la réfoua chez les matous malades, plus particulièrement de Avraham, Yitzhak et Yaakov, Ben Naomi. Shliga? Ok. Michai Ben Esther, Ilana bat Shelbia, Noah bat Ilana, Shimon Nissim Ben Shelbia, Machlouf Ben Rachel. Après c'est Ronit bat Rachel. D'accord? Maintenant le cours sera aussi pour les Ilou Nishmat de Harav Yosef Chaim Ben Ema Simcha, Jiber Yitzhak Ben Ninet Chana, la Rabbanit Mazal Israël, le Rav Shapira, Sarah Ada bat Esther Estelle, Chaya Simcha Tsiona Tihila et Meira bat Sarah Chava, Rabbanit, la Rabbanit Israël, ça je l'ai déjà dit, Léa Sheli Simcha bat Chava, voilà, Bezrat Hashem. On a une pensée pour tous nos défunts. Léa dit Lechem Tovim Shalom pour la réussite de tout à chacun. Bezrat Hashem. On voit, avec l'aide de Dieu, qu'on est dans un mois qui est très particulier. Moi j'aime bien ce mois. D'accord? Parce que je le rappellerai, ma date de naissance c'est Chai Beshvat. Le 18 Shvat, c'est facile. Chai Mishai, son initiale, au mois de Shvat. D'accord? Baruch Hashem. Donc, on voit réellement que ce mois de Shvat est marqué par de grands événements dans le cadre de la Chassidoute, d'accord, notamment chez les Chabad, mais aussi chez d'autres Chassidim. On voit qu'il y a un mois, c'est un mois très particulier où il y a une très grande bracha pour l'ensemble du clan d'Israël. C'est le mois qui va nous précéder, Bezrat Hashem, le mois de Hadar, d'accord, où le mois de Hadar, il y a une très très grande bracha, Baruch Hashem. Et à un tel point qu'on dit que si on est indifférent, c'est la période durant laquelle il sera bon de se faire juger. Durant le mois de Hadar. Maintenant, le mois de Shvat introduit à cette bénédiction. Mais il a aussi une bénédiction. C'est une des raisons pour laquelle le 15 Shvat, tout Bishvat, ce sera Shabbat, Bezrat Hashem. Alors, on voit qu'on a pour habitude de célébrer le nouvel an des arbres. Peut-être que c'est rapporté dans Masechet Rosh Hashanah. D'accord? On voit dans la première Mishnah, là-bas, on dit Rosh Hashanah Laïlan, et pas Laïlanot, pour l'arbre. On fait référence à quoi ici? C'est une allusion talmudique au fait qu'on fait référence aussi au Etz Adat, d'accord? Donc l'arbre de connaissance, par lequel Adam et Ève ont fauté, et c'est quelque part à travers cette fête, on fait la réparation du livre, de la faute originelle. Excusez-moi. Maintenant, on voit réellement qu'il est très 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 compliqué d'arriver à comprendre, par rapport à cette fameuse faute originelle, le rôle de chacun dans un foyer aujourd'hui. Non, c'est moi, je dis ça comme ça. Maintenant, ça c'est premièrement. Et on voit en plus avec l'évolution des mœurs, entre guillemets, et aujourd'hui avec Ben Porat Yosef, des gens qui doivent jouer plusieurs rôles. C'est-à-dire aujourd'hui les parents qui sont chacun à leur tour appelés à s'occuper des enfants, par rapport à des activités professionnelles où tantôt c'est l'un qui se retrouve le midi avec les enfants, tantôt c'est l'autre, dans certains foyers, d'accord? Ou d'autres choses où on a du mal à répartir les rôles. On a du mal à avoir ses repères. On perd totalement tous ses repères. Il y a une chose extraordinaire. On va en parler. On aurait pu commencer sur tout Bishvat, expliquer plein de choses, etc. Je sais, Baruch Hashem, il y a plein de cours sur tout Bishvat qui seront donnés par d'autres rabbanim. Baruch Hashem, vous aurez plein de cours, il y a déjà plein de cours sur internet, il y a tout ce qu'on veut, donc c'est plus important de s'occuper des problèmes un peu du moment qui nous suivent toute l'année. Chacun savoir, c'est quoi le foyer? C'est un jeu de rôle, on joue la comédie, ou c'est un jeu de rôle, où chacun doit comprendre quel est son rôle. Oui? Non? Bon. Ouais. Alors Bezrat Hashem, je vous vois, vous êtes... Ah là, ce soir-là, on y va. Bezrat Hashem. Donc par rapport à cela, on voit justement que on va vous donner un exemple concret. Très souvent, il y a dans le couple des tensions, des problèmes, des différends. Et par moment, il y en a toujours un des deux qui va avoir une prise de conscience. Oui. Et je vais vous donner un exemple concret. Admettons, on parle d'un homme qui a du mal à se lever le matin. J'aime bien donner cet exemple-là, d'accord? Ou lorsque lui se lève le matin, il est concentré sur lui, et puis c'est la femme qui doit s'occuper seule
de mener la bataille quotidienne, jour après jour, contre les enfants, je dis bien contre les enfants, pour les lever le matin. D'accord? Ou pour les aider à se préparer le matin. Ou pour les activer le matin, pour s'assurer qu'ils n'arrivent pas en retard. Je sais que j'en ai parlé à plusieurs reprises. Mais on voit en réalité que la femme en permanence dit à son mari, il y en a marre, tu te couches trop tard, tu te lèves pas assez tôt, tu m'aides pas, t'es pas là pour moi, etc., 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 etc. Bref. À la fin, ça devient une rengaine. Un beau jour, le mari, il a une prise de conscience. Il comprend enfin quel est son rôle dans le foyer. Que peut-être il devrait arriver à se lever plus tôt le matin pour épauler son épouse. Peut-être que, idéalement, il devrait même se lever encore plus tôt le matin pour aller faire sa prière assez tôt, pour rentrer à la maison et puis après aider son épouse. Ou prier un peu plus tard pour pouvoir aider sa femme à la maison avec les enfants et puis aller prier après. Enfin bref, chacun en fonction de l'heure où il se lève, quoi, de ses capacités physiques, de ses possibilités. Hein? On s'est compris. Ça, dans certains cas, il faut demander des miracles. Voilà, et il y a certaines femmes qui disent dans le Talmud, c'est écrit qu'on n'a pas le droit de compter sur les miracles, l'osomrim à la n'est-ce pas? Donc ça devient très sympathique, ambiance, le Shlom Bayit, à ce niveau-là. Donc qu'est-ce qu'on voit par rapport à cela? On voit simplement que le mari il a une prise de conscience d'un seul coup. Il se rend compte de la souffrance de son épouse, de la détresse de ses enfants, de la détresse du foyer. Il se dit d'un seul coup, il veut parler avec sa femme, il dit j'ai pris conscience, c'est quoi? Il faut que je mette de l'ordre dans ma vie, que je me couche plus tôt le soir, pour arriver à me lever plus tôt le matin, et pour t'aider avec les enfants, etc. Et là, hein, le mari, il n'a pas le temps de terminer sa phrase. Que la femme, elle lui dit, mais je sais, ça fait des années que je te le dis. Vous la connaissez, cette situation-là? Et qu'à la fin, ça termine en dispute, parce que la femme, elle enchaîne sur tous les défauts de son mari, et tous les reproches qu'elle a à lui faire. Et le mari qui essayait de lui faire comprendre qu'il était en pleine prise de conscience et qu'il avait besoin d'extérioriser cette prise de conscience pour la partager, pour montrer à sa femme qu'il était enfin arrivé à une compréhension de la situation et à une volonté d'amélioration, ben il se renferme. Non seulement il se renferme, mais il repart de plus belle. Le lendemain matin, il est cassé, il n'a pas envie de se lever le matin. Pourquoi? Parce qu'il se sent incompris. Et des fois, c'est la situation inverse. C'est exactement la situation inverse. La femme a une prise de conscience, elle commence à vouloir en parler avec le mari, et le mari, mais je te l'ai toujours dit ça. Vous connaissez ces situations-là sympathiques? Oui. Ouais, peut-être que le mari... Alors on y va. Pour expliquer tout ça, j'ai compris. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pas l'occasion qu'elle lui ait fait la remarque pour... Pourquoi? Pour revenir sur mes habitudes. Oui. Bah ça va, Ça, c'est pas un gosse, on peut faire une remarque. Non? Oui, ça j'ai compris. Ça c'est. La moindre réflexion, il va profiter de l'occasion pour dire ouais, c'est bon, allez. Bien sûr. Non? Ah, on va continuer Bezrat Hashem. D'accord. Non, on va continuer. Donc. Moi j'écoute. Voilà. Bezrat Hashem. On voit en réalité par rapport à cela, hein, une chose qui est très importante. C'est qu'en réalité, parfois, à force de créer une relation, on ne se fait plus confiance. On n'attend plus de la part de l'autre des efforts réels, parce qu'on s'enferme dans une rengaine et un cycle infernal. On finit par avoir l'impression que l'autre nous joue une comédie. Donc ça devient là un jeu de rôle, d'où le titre du cours. Vous avez entendu? Sarkane. Et voilà. Ça devient là un jeu de rôle, parce qu'on pense que l'autre est en train de nous faire la comédie. Alors, peut-être que l'autre fait la comédie, peut-être qu'il ne fait pas la comédie. Si moi je le coupe et j'enchaîne avec des reproches, je ne saurais jamais si oui ou non il est en train de faire la comédie. Et systématiquement, si à chaque fois qu'il y a une prise de conscience de la part de l'un ou de l'autre, on va rebondir sur les reproches qu'on s'était fait dans le passé pour prouver finalement avec un grand plaisir qu'on avait raison. Hein? C'est tellement important. Vous voyez? Il y a une expression chassidique qui nous dit Al tiet tzodek, tiet tzadik. N'aie pas raison, sois juste. C'est-à-dire, moi, à partir du moment où je vois l'autre qui a une prise de conscience, essayez de comprendre. Je le vois, il a enfin cette prise de conscience. Enfin, il arrive à comprendre ce que j'essaye de lui dire depuis longtemps. Oui?
ou ce que j'essaie de lui dire à elle aussi, hein, l'autre. Ça peut être un homme comme une femme, hein, c'est chacun son truc. Hein. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça? On voit tout simplement hein, que à partir du moment où je vois que le conjoint ou la conjointe en face de moi a cette prise de conscience, ça m'arrange, moi. Je vais enfin réussir à lui faire comprendre. Laisse l'autre s'exprimer. Mettre les choses en place. Non. Le reproche. Le reproche direct. Mais pas le reproche pour faire le reproche. Le reproche pour prouver qu'une seule chose. Qu'on avait raison. Par rapport à cela, il faudrait bien arriver à comprendre l'origine de cette schématique dans tous les couples. Tous les couples, c'est comme ça. Oui. Ça, on va utiliser un petit Zohar, qui est sympathique. Oui. On voit dans le Zohar, dans Bereshit, qu'au départ, Adam Arishon, lorsqu'il a été créé, d'accord, beaucoup de gens veulent interpréter ce Zohar de différentes façons, extraordinaires, mais là, on va apporter l'enseignement tel qu'il se doit d'être compris. S'il vous plaît, les enfants, arrêtez les interprétations, parce que... Voilà. Alors maintenant, on voit que Adam Arishon, d'accord, on voit tout simplement que Adam Arishon, il a, pendant 130 ans, il s'est uni avec les esprits des forces féminines dans ce monde. On comprend pas de quoi on parle. On dit que par la suite, oui, c'est-à-dire c'est la période durant laquelle, en réalité, on est en train de parler de quoi en réalité? La période durant laquelle, où après la mort de Havel tué par Caïn, il a décidé de se séparer de son épouse. D'accord? Au bout de cette période-là, il va, de 130 ans, il va décider de revenir avec son épouse, et ils vont avoir un autre fils, Chet. D'accord? Seth. Et on voit en réalité, tout simplement, que Adam Arishon, durant cette période-là, on voit qu'est-ce que ça veut dire qu'il était uni avec toutes les forces féminines de ce monde? Il n'était plus avec sa femme. Il y avait d'autres femmes dans le monde. On dit non, parce que avant de créer Chava, il avait pour épouse une certaine Lilith. Vous la connaissez celle-là ou pas? Ouais. Hein, tout le monde nous a parlé Lilith, hein, la première femme de Adam Arishon, avant Chava. Alors on va expliquer en réalité de quoi on parle quand on parle de Lilith. On dit que Lilith en réalité, elle était en rien Ezer Kenegdo. Elle n'était en rien Adam Arishon. C'est tout simplement tous les mauvais penchants, d'accord, et tous les besoins physiques de l'homme auquel faisait appel cette Lilith. En réalité, la Lilith en question, c'est l'entité féminine du mauvais penchant, du Yetzer Hara. En réalité, Adam Arishon, comme il était seul face à lui-même, d'accord, entre guillemets. Pourquoi? Parce que dans le Talmud, Daf Samech Aleph, Amoud Aleph, dans Masechet Brachot, il est rapporté là-bas que Adam Arishon, il a été créé d'où Partsufi. Il avait une double facette, une facette féminine, une facette masculine, ce qui veut dire que Adam et Ève ont été créés le même jour. Ils étaient unis les deux par la colonne vertébrale, comme l'explique dans le Sefer Hagmul le Ramban. Je l'ai déjà expliqué. Par cette colonne vertébrale, ils étaient unis, ils avaient un lien cérébral profond. Ils communiquaient par télépathie. Adam Arishon, ça l'a frustré. Il voulait, comme toutes les autres créatures, avoir une personne avec qui pouvoir faire l'effort de dialoguer et faire ce voyage, cette odyssée extraordinaire qui s'appelle la conjugaison de la vie conjugale, se conjuguer à l'autre. D'accord? Tout simplement, ce voyage, cette odyssée extraordinaire qui est la suivante. D'arriver à mieux connaître l'autre pour arriver à mieux se comprendre nous-mêmes. Moi, quand je vais à la rencontre de l'autre pour mieux comprendre l'autre, ça m'aide à mieux me faire comprendre certaines choses à moi-même. Et quand chaque jour je mène cette aventure avec mon épouse, et mon épouse le fait avec moi, on arrive chacun à comprendre de plus grandes choses, chacun sur soi-même, de son côté, et les deux ensemble en tant que couple. C'est pas beau ça? C'est beau ça. En réalité, qu'est-ce qu'on dit? On dit que Adam Arishon était entre les mains du Yetzer Hara en réalité, du mauvais penchant. C'est tout ce qu'on est en train de nous dire. Donc de ce fait, qu'est-ce qui se passe? Depuis lors, il y a cette énergie, d'accord, qui a ce nom-là de Lilith, qui est le mauvais penchant chez l'homme, de venir penser que la femme, tout simplement, lui fait la comédie. Ou qu'elle n'est là que pour servir ses besoins. Matériel, physique. Me servir à manger, me faire le ménage, et me laver les pieds dans la cuisine, quand elle est les pieds nus, je sais pas moi. Des trucs un peu bizarres comme ça, je sais pas, à l'ancienne. Oui. Bref. Oui.
il a ces idées-là, ou la femme de l'autre côté, elle peut avoir le même genre de mauvaise idée vis-à-vis de son mari qui fait la comédie, etc., etc. Ça vient du mauvais penchant, du Yetzer Hara, là, cette histoire. Parce que je cherche pas à communiquer avec l'autre. Je laisse même pas l'autre pouvoir se débarrasser de ce qu'on appelle sa clipa. On dit que l'élite, c'était toutes les clipotes du monde qui s'étaient collées à Adam Arishon. Oh. C'est pour ça que Dieu a décidé de séparer Adam et Ève, plus exactement, pour arrêter la force du Yetzer Hara, hanter Adam Arishon. Oui? Adam Arishon, qu'est-ce qu'il a fait? Le Yetzer Hara était extérieur à eux. Le mauvais penchant était dans le monde autour d'eux. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a fait d'essayer de faire la faute originelle après que Chava elle-même est fautée, où là-bas le Nachash représente en réalité l'entité masculine du mauvais penchant. D'accord? La part de masculinité qui a en tout être, en chaque création, en chaque créature, on a une part de masculinité, une part de féminité. Tout le monde, moi y compris, avec ma barbe chauve, etc. Oui, il y a une part au fond de moi féminine. Oui. Et en fait, c'est un équilibre entre les midotes. Un équilibre entre les midotes. On voit très souvent, par rapport à cela, justement, qu'il est très important de comprendre quel est notre rôle. Parfois, on voit certains hommes qui sont un peu efféminés. Ouais, j'en parlais, ouais. Attendez. Qui sont un peu efféminés, d'accord? Qui sont sensibles, qui sont coquets, etc., etc. Et certaines personnes disent, oh, ils sont peut-être un peu, oui. Et ça peut perturber certains de ces hommes, d'accord? Ça peut les perturber dans leur tête. Et en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois certains hommes, quand on rapporte, comme je vous ai rapporté dans les cours précédents, dans le monde des âmes, il n'y a pas de part féminine, masculine. On prend l'âme, on la scinde en deux, et on envoie une partie dans le corps de l'homme, une partie dans le corps de la femme. Et parfois, dans le dosage des midotes, on met une plus grande part de féminité dans le corps de l'homme et une plus grande part de masculinité dans le corps de la femme. Ce qui explique parfois qu'on a certaines femmes, là ça devient intéressant, qui réagissent parfois comme des hommes à la maison, et des hommes parfois qui réagissent parfois comme des femmes. Oui. Ils sont sensibles, ils sont touchés dans leur sensibilité, ils vont pleurer dans leur coin. La femme a dit j'en ai marre, moi j'aurais préféré un homme plus fort que ça. Et en réalité c'est quoi? S'ils prenaient le temps tous les deux d'arriver à discuter, elle arriverait à donner les midotes, vu que les deux personnes ne forment qu'une seule âme. Arriver à rééquilibrer le couple. C'est-à-dire le mari à aider sa femme à retrouver une part de féminité, parler plus calmement, plus posément, plus tendrement, avec amour à son époux, n'est-ce pas? Et le mari à retrouver sa part de masculinité, c'est-à-dire entre guillemets, d'arriver à s'affirmer en tant que leader du foyer. C'est-à-dire leader du foyer, c'est pas leader je mène la danse, je mène la barque et c'est moi le patron, pas du tout. C'est d'arriver à rassurer son épouse et de toujours arriver à proposer les bonnes solutions aux problèmes ou un début de solution qui, avec la réflexion à deux, le mari et la femme, les mèneront Bezrat Hashem vers les bonnes solutions pour leur foyer, leurs enfants, l'éducation, etc., 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 etc. N'est-ce pas? Ouais. Donc, arriver chacun à définir le rôle de chacun. En arrivant à comprendre que certaines midotes qui sont chez moi, je dois arriver avec ces midotes-là à influencer ma conjointe, mon épouse, en tant qu'homme, ou la conjointe, l'épouse, à influencer son mari avec ces midotes-là, pour arriver à ne former plus qu'un. C'est joli ou pas? Très beau. C'est beau. Oui, puisque là tout va bien. Baruch Hashem. Donc on en a parlé, mais pas trop. Maintenant, Bezrat Hashem, on voit donc par rapport à cela, avec l'aide de Dieu, que lorsqu'on vient et qu'on voit Davka, durant la période de Shvat, c'est quoi en réalité? Le Maharal de Prague explique une chose fantastique. Il explique que les êtres humains ressemblent à des arbres à l'envers. Ça veut dire quoi? Que leurs racines sont au ciel. Elles puisent leur force, les âmes, au ciel. Ce qui veut dire que quand on est à Toubishvat, la période de Toubishvat, il faut savoir que selon le sens ésotérique, le secret de cette fête, on arrive à rééquilibrer chacun notre neshama. Vu que de la même façon que la sève recommence à circuler dans les arbres, ici en Israël, pour permettre de préparer la nouvelle saison de floraison et de pousse des fruits, d'accord? Ben, tout simplement, en fait, préparer les nouvelles récoltes au niveau des arbres,
on voit quoi aussi de l'autre côté? C'est aussi la période durant laquelle on peut arriver à relancer une dynamique dans son couple. C'est pour ça qu'il y a énormément de ségoulottes durant tout Bishvat, autour du Shlom Beit, ou autour des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, etc., etc. D'accord? Il y a plein. Peut-être qu'on en parlera une autre fois. Il y a une des ségoulottes, c'est d'utiliser les étrogim qui ont été utilisés à Sukkot, de faire, maintenant il faut faire très attention malheureusement, vu que le ministère de la Santé en Israël n'estime pas que ce soit un fruit consommable, il n'y a aucune législation et aucun quota en termes d'insecticides dans les étrogim qui sont vendus à la période de Sukkot. Donc pour avoir les plus gros étrogim, les plus beaux étrogim, les agriculteurs mettent un maximum un maximum de pesticides. D'accord? Malheureusement. Et parfois, les étrogim autour desquels il y a énormément de ségoulottes, les manger, ça peut être dangereux pour la santé. Donc faire très très attention. Par rapport à cela, d'accord? De savoir où est-ce qu'on achète. Moi j'achète chaque année chez le même monsieur, qui lui, il a un élevage bio. Il a une culture bio de étrogim. Là-bas, on peut prendre les étrogim, les cuisiner, il n'y a aucun problème, etc. Et quand on prend 7 étrogim qui ont été utilisés à Sukkot, ouais, d'accord, et on fait manger cette confiture à une femme, qu'est-ce qu'on voit tout simplement? On voit que si elle n'arrive pas à avoir d'enfants, c'est une ségoula pour l'aider à avoir des enfants. Comment ça fonctionne? Ça me dépasse. D'accord? Tout ce que je sais, c'est que la rabbine Kanievski Zichronah Livracha faisait cette ségoula jusqu'à aujourd'hui. Sa fille, la rabbine Kodolevski, reprend cette ségoula-là et ça fonctionne. C'est le pire, c'est que ça marche. Alors, Bezrat Hashem, on voit par rapport à ce qu'on est en train d'essayer d'expliquer ici, que dans le foyer, parfois, chacun doit comprendre quelle est sa place. D'accord? Maintenant, qui doit définir les places dans le foyer? C'est une bonne question ou pas? On pourrait répondre facilement, le Shulchan Aruch. Il y a même un Rambam là-dessus, hein. Ce que doit attendre une femme de son mari, un mari de sa femme, etc. Sauf que dans le Shulchan Aruch lui-même, on rapporte que toutes ces lois-là sont relatives à chaque couple. C'est du sur-mesure. Oui? C'est du sur-mesure. C'est-à-dire que tout dépend de la personnalité de chaque foyer. Mais il faut, dans chaque foyer, arriver à créer cette complémentarité. Savoir quel est le rôle de chacun. Pour que ça marche et ça fonctionne. Il n'y a pas de honte. Voilà, ce midi, par exemple, ma femme travaillait, j'ai fait à manger à mes enfants. Ils sont très contents. Parce que moi, je suis en mode semi-gastronomique quand je fais à manger à mes enfants. Ils ont la salade d'un côté, le ravier de l'autre, les sauces là, le pain. Oui, on fait un truc sympa dans l'assiette. Pour leur donner envie de manger, c'est important, non? C'est très sympathique, non? De faire des trucs sympathiques et tout. Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement, d'accord? Des fois, je leur mets du riz avec l'emporte-pièce, pour ceux qui comprennent un peu en cuisine. Bref, voilà, pour former des jolies formes, ok? Donc, qu'est-ce qu'on voit? Comme on dit, on pose à l'emporte-pièce. Voilà. Donc, il est bizarre ce rabbin. Alors maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? C'est des choses qui sont assez importantes. Il n'y a pas de le fait qu'un homme vienne à midi, prépare à manger à ses enfants et leur donne à manger, c'est pas une situation de faiblesse. Récemment, j'ai un couple. On va parler j'aime bien parler de cela en ce moment. Un jour, je pense qu'un jour, on va organiser une soirée de gala pour l'association David Nouchai. On va faire venir tous les couples. Alors là, il faudra de la place, Bezrat Hashem, et on va faire la soirée avec, je sais pas, comme il y a les soirées où on remet le premier prix, oui. Voilà, on va faire des prix pour les couples. Parce que Ben Pourra Joseph, ceux-là, ils ont la palme. Alors maintenant, ouais. Bon, voilà, si vous nous regardez, si vous êtes sur Facebook, si vous reconnaissez, on pense à vous. Alors maintenant, c'est horrible, il y en a beaucoup qui vous pensez qu'on parle d'eux. Alors maintenant, par rapport à ça, c'est horrible ce que je suis en train de faire. Attendez, on continue. Par rapport à ça, on voit quoi en réalité? On voit Baruch Hashem, qu'il y a un couple qui a eu une prise de conscience extraordinaire. Une femme qui est en permanence avec son mari, pas s'énerve et se fâche. S'énerve et se fâche. À chaque fois qu'elle le voit, quand il rentre et qu'il n'est pas souriant, ouais, et que quand il n'est pas souriant, après il va directement dans la chambre, il ne cherche pas à dire bonjour, à discuter ou quoi que ce soit, et puis il s'affaire à ses petites affaires, il est concentré que sur lui, pendant qu'elle est en train de nettoyer, s'occuper des enfants, la guerre de la douche, le pyjama, oui.
Ouais. Et puis la bataille de pelochon des enfants pour dire les choses gentiment, poliment, avant de dormir. Hein, quand ils décident de tous se disputer, de s'énerver avant de dormir. Hein. Et que parfois la femme elle s'énerve, elle va tous leur hurler dessus et elle croit qu'ils vont se calmer, ils vont rester au lit. Parce qu'à la fin ça devient des menaces. Razvé shalom, hein, on menace. Oui, pour qu'ils dorment. Oui, ça vous arrive jamais ce genre de situation? Oui, ça arrive. Je les vois les mamans là. Bon, alors on continue. Bezrat Hashem. On voit tout simplement, hein, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement hein, que très souvent, alors on voit le mari s'enfermer dans une sorte d'autisme. Il est autiste. Le allez-nous, hein. Il faut se poser la question. Oui. Alors, parce qu'il est dans son mutisme total, il est dans sa bulle. Oui. Et quand la femme veut lui parler, je suis occupé, j'ai le travail, les problèmes de Parnassa, le compte bancaire à devoir couvrir, et les factures à payer, tu te rends pas compte, et je travaille, et ceci, et cela. Voilà. Comme on dit chez nous en anglais, Tmanik Tababa Rabbi. Alors maintenant, eh ben oui, parce que c'est bon. Alors maintenant, on voit en réalité, par rapport à ça, on voit tout simplement que la femme, ça l'a agacée. Donc forcément, arrive un moment donné où elle voit le nombre de fautes se cumuler. Il rentre, il n'est pas souriant. Il va dans la chambre, il s'occupe de lui. Il mange pas avec les enfants, il s'occupe pas des enfants. La femme est en train de nettoyer la maison, il reste pas à côté d'elle. Et puis finalement, il a besoin de se détendre, il s'est douché, il s'est mis en pyjama, il va devant sa télé, dans son lit, il regarde sa super série. Franchement, j'ai des couples qui viennent me voir, ils me parlent un peu des séries qu'il y a à la télé, je comprends pas. Je comprends pas. Il y a un couple qui est venu me voir récemment, ils m'ont parlé d'une série qui s'appelle Dexter. Apparemment, ce serait un monsieur qui serait un psychopathe, un tueur en série, ils l'ont rendu un héros. C'est vachement bien de tuer son prochain. Non, mais c'est bien. C'est des bonnes valeurs pour le foyer, ça. Donc, mais il tue des méchants. Ça change tout, s'il tue des méchants. Hein. Alors maintenant, c'est bien. Il y a un rugby. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement donc une génération un peu de foufou, quoi. Parce que j'ai dû me battre avec le couple pour expliquer au mari d'arrêter de regarder Dexter. S'occuper de sa femme, plutôt que regarder un type qui tue tout le monde. Je sais pas, moi. Alors, il voulait m'expliquer à quel point c'était bien, donc il m'a raconté des épisodes. Au rabbin, il voulait me vendre le truc. Voilà, donc... Bon, j'essaie de rester calme. Donc... Elle va se reconnaître. Attendez. Donc, par rapport à ça, je peux continuer? Je vais continuer. Il y a des fans de cette série ici, là? Voilà, vous connaissez pas. Bon, ouais, c'est ça. Ça commence à m'inquiéter, ça. Alors maintenant, on continue. Je sais ce que c'est. Alors, on va continuer. Bezrat Hashem. On voit par rapport à ça, le mari a arrêté de regarder cette série en question. Mais la femme, elle voit le mari qui va, il est dans la chambre, il veut regarder son film, se détendre, je sais pas, son téléphone. Je sais pas, il y a plein de trucs à faire aujourd'hui pour se détendre et perdre son temps, comme beaucoup. Une fois par cours, je suis obligé de le dire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit tout simplement? On voit tout simplement hein, que la femme, à un moment donné, elle va être agacée. Elle va pas s'énerver ce soir-là. Elle va cumuler. Un soir, 2 soirs, 3 soirs. Bonsoir. D'accord? Elle s'énerve. Et le jour où elle explose, Oui? Maintenant, le mari, qu'est-ce qu'il a, lui, en réalité, de son côté à lui? Je vous explique le mari. Le mari, il sait que sa femme, elle fait des crises de nerfs. Que quand il veut l'aider, la femme, elle pense pas à ça. Il veut l'aider. Mais elle est déjà agacée de tous les jours, il est rentré qu'il n'était pas souriant, il n'était pas ceci, il n'était pas cela. Donc il veut, bonsoir chérie. Oui, bonsoir, je suis occupé, tu peux m'aider avec les enfants. Et quand elle lui demande tous les coups de main, il n'y a pas un coup de main qu'elle lui demande en disant, oui, alors chérie, tu douches les enfants, mais tu fais attention, s'il y a de l'eau par terre, tu passes la serpillère après. Oui, le mari le pauvre, il a l'habitude de passer la serpillère. Mais il n'a pas un compas dans l'œil, il oublie toujours quelques gouttes. Et la femme, ça va toujours l'énerver. Oui. Ou alors il passe la serpillère, c'est humide, il marche avec les chaussures. Sur le carrelage blanc. Non, mais je donne des exemples. Mais vous rigolez, parce que vous savez que c'est vrai. Attendez. Alors, maintenant, par rapport à ça, oui. Il y a un malaise dans la pièce, je vous raconte pas. Alors maintenant, on continue. Bezrat Hashem, à vos têtes, là, je vois que, bon. Donc, on habite tous dans la même maison, quoi, là. Alors maintenant, par rapport à ça, on plaisante. On voit par rapport à ça, justement, qu'il y a une chose ici qui est très importante. C'est que lui, en réalité, le mari, de quoi il a peur? Il a peur de la faute. Il a peur de la dispute, il a peur des reproches, il en a marre.
Donc à la finale, il se renferme, il se tait, il reste dans son coin, et il se dit, bon, au moins comme ça, on évite la cata. Et avec le temps, c'est un tue-l'amour. Alors moi, j'ai expliqué à cette dame une chose extraordinaire. Je dis, madame, vous voyez votre mari, il rentre à la maison, il cumule les fautes. Il les a cumulées, les fautes. Oui. Bah ouais. À la première faute, il rentre, il n'a pas le sourire. Vous pouvez pas lui dire, chérie, toute la journée, j'ai rêvé de voir ton sourire. Souris-moi. Non? Pourquoi la tox ça se cumule? Oui. Attendez, ça c'est premièrement. Oui. Il va dans la chambre s'occuper de ses petits dianimes. Chérie, tu peux... Elle peut pas... C'est trop violent, hein. Pour, des fois, de lui demander de venir donner un coup de main, ça peut être violent. Tu peux rester à côté de moi, ça me fait plaisir. J'ai besoin de te voir, j'ai besoin de parler avec toi pendant que je m'occupe des enfants, etc. Et puis une fois qu'elle est à côté de lui au fur et à mesure, il demande de donner un coup de main. Et naturellement, il va donner un coup de main. Oui. Et on va créer un moment en famille. Sympathique. Non? Les dîners en famille. Combien de foyers aujourd'hui ne connaissent plus les dîners en foyer? Les dîners en famille. Parce que le mari, il est pressé, il rentre, il sort, les enfants, ils dînent pas à la même heure, etc. Mais même si les enfants, ils mangent pas en même temps que nous, ils mangent avant, d'accord? Ou bien avant nous. On peut passer un moment avec eux, en famille. Des fois, 10 minutes dans la même pièce, toute la famille ensemble, à parler, à discuter, et à plaisanter. Ça peut faire énormément de bien aux enfants. Et ça peut permettre aussi aux enfants à trouver leur place, à être rassurés et à s'ouvrir. À se dire, voilà, mes parents sont deux êtres humains normaux, civilisés, ils parlent entre eux. Parce qu'il y a des gosses, ils passent en mode morse, hein, SOS. Oui. Pourquoi? Parce que malheureusement, le mode de communication qu'ils constatent la majeure partie du temps entre leurs parents, c'est les cris. Et les parents ne se rendent même plus compte que leurs modes de communication sont devenus malheureusement les cris, les disputes, les différends. Le moindre mot, le moindre comportement, boum, badaboum. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas défini les rôles. Oh. Et qu'au fur et à mesure, on laisse chacun prendre sa place. En réalité, être faux fuyant. D'accord? C'est-à-dire se dire, je suis là, j'assume, j'aide le foyer, je travaille, etc., etc. Mais quand on rentre à la maison et de ne pas assumer sa place au sein du foyer, pour aider sa femme dans les tâches ménagères, pour aider sa femme dans l'éducation des enfants, ou tout simplement dans l'administration des enfants, c'est-à-dire les doucher, les laver, les mettre en pyjama, les mettre au lit, discuter avec eux, prendre du temps pour parler avec eux, ou le rôle de savoir qui doit appeler les profs à l'école. Non? Non, mais des fois, non? Non, c'est pas une bonne question? Non? Moi, mes enfants, ils sont dans les Talmudei Torah et des yeshivot, où le milieu enseignant, c'est des hommes. Ils sont dans le limoud. C'est quoi le mieux? Moi, le rabbin qui appelle les profs ou ma femme? C'est quoi le mieux, à votre avis? Faut comprendre où est-ce qu'on est. Mes filles, dans des séminaires et des écoles pour filles, c'est qui va appeler? C'est ma femme ou moi? À votre avis? Ça simplifie le truc. Là, le rôle, naturellement, il a pris sa place. Mais malheureusement, parfois, on voit dans certains foyers où c'est toujours le même qui va devoir tout faire. Parce que l'autre, comme il estime jouer son rôle, il a pris son rôle, il a défini tout seul son rôle. Définir seul son rôle dans le foyer, c'est la meilleure façon de voir la crise arriver à l'horizon. Et à l'horizon, c'est pas une crise, c'est un orage, une tempête, un ouragan et un tsunami quand il arrive à la maison à la fin. Oui, parce qu'on cumule. Vous comprenez ou pas? Vous l'avez vu arriver le truc là ou pas? Bon, alors maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit tout simplement? On voit qu'il est essentiel de parler ensemble, le père et la mère, le mari et la femme, pour savoir qu'est-ce que chacun attend de l'autre, d'arriver à discuter. Parfois on peut voir le mari qui est sous pression. Le travail, il a énormément, il est extrêmement affairé, il manque d'énergie le matin pour se lever. C'est pas parce que c'est un feignant. Parce qu'il a la tête à l'intérieur, elle va pas bien. Parce qu'il a beau chercher des solutions, parfois il stagne, il est bloqué, ou il a des tâches où il est obligé de faire certaines choses qu'il n'a pas envie de faire, et qu'il est dépassé. Oui? Qu'est-ce qu'on fait avec ce mari-là? C'est pas mieux que la femme elle prenne du temps pour dire, mon mari, je vois que tu vas pas bien en ce moment. En vérité, non, ça fait longtemps que je le vois. Mais aujourd'hui, j'ai décidé qu'on en discute. Je vois que tu vas pas bien en ce moment. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour t'alléger? Voilà. Et puis, des fois, il n'y a pas de solution, parce que les solutions, des fois, elles sont au travail en dehors de la maison. Mais qu'est-ce que nous, on pourrait faire à la maison pour que toi, tu sois plus souriant? Oui?
Si le mari commence à dire, bah tu fais le ménage, les courses, tu fais tout et moi je fais rien. Eh non, hein. Là, je vous dis tout de suite. Hein, là. Ça marchera pas. Non, tu t'occupes des enfants et tout, non, ça marchera pas. Ça marchera pas. D'accord? Mais si la femme rend la situation plus ludique, c'est-à-dire quand le mari elle le voit arriver à la maison, il n'est pas souriant, elle lui sourit. Oui? Et j'ai attendu toute la journée ton sourire. Reste à côté de moi. Je le répète, hein. D'accord? J'ai besoin de toi. Oui ou non? Parce qu'à la fin, la femme, pourquoi elle s'est mise en colère dans tout ça? C'est pas parce qu'elle a l'impression d'être une Conchita et qu'elle fait tout à la maison et que le mari ne fait rien. Parce que même ça, ce n'est jamais vrai. Totalement. Mais en réalité, c'est quoi? C'est qu'elle a besoin de voir son mari souriant. Elle a besoin de passer du temps avec son mari. Pourquoi elle a épousé, à votre avis? C'est quoi? C'est BTS, femme de ménage, babysitter? C'est quoi? Pourquoi elle a épousé? Oui ou non? C'est pourquoi? C'est parce qu'elle l'aimait. C'était l'homme de sa vie. Donc elle attend, elle a besoin de passer du temps avec lui, qu'il soit souriant, qu'il soit à son écoute, qu'il soit là pour elle. C'est extrêmement important et arriver à parler ensemble. Et à travers un dialogue calme, je dis bien calme, on arrive à parler. Très souvent, il y a des couples où il y a beaucoup de disputes et en période de calme, oui, c'est ce qu'on appelle le grain blanc. Vous savez, le grain blanc? Quand on est sur la mer, à un moment donné, il y a un moment de calme absolu avant la tempête la plus totale. Oui, les vagues deviennent calmes et puis d'un seul coup, waouh, il y a la tempête qui se lève. Les marins appellent ça le grain blanc. Oui, parce que au large, qu'est-ce qu'on voit? On voit un petit grain blanc, c'est une grande vague qui arrive avec la tempête. C'est pour ça qu'on appelle ça le grain blanc. On explique des choses. En même temps, votre culture générale, ça grandit, les enfants. Hein. Ben pour ça veut dire que moi, j'ai pas eu mon bac. Comme quoi, on est trop fort les thunes. Alors maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit justement? On voit justement par rapport à ça que dans ces moments-là, quand il y a une période de calme, bah, on n'ose pas dire les choses. Parce qu'on dit, bon, c'est calme, statu quo. On reste calme, on attend la prochaine tempête. Alors qu'en période où il n'y a pas de dispute et que tout va bien, il est racite, d'accord? Entre guillemets, d'accord? De façon en relativisant, n'est-ce pas? Eh ben, qu'est-ce qu'on voit, tout simplement? On voit tout simplement que c'est dans ces moments-là qu'il faut arriver à discuter calmement. Et être à l'écoute de l'autre. Et quand l'autre a sa fameuse prise de conscience, où il comprend, il vient vers moi en m'avouant enfin ce qui va pas chez lui, ou chez elle. Enfin! Oui ou non? Ben, je vais pas m'énerver, ça fait des années, je te le dis. Je savais que c'était ta faute. Non? Parce que moi aussi j'ai des torts. Non? Mais tout simplement se dire, voilà, je suis fier de toi. Tu m'as fait très plaisir en disant ce que tu dis. Ben, je veux avancer avec toi. Il a besoin de toi, il t'aime. Oui, avec cet accent-là, ça passe beaucoup mieux. C'est plus facile à sortir. Quand on peut pas blairer l'autre, je vous explique, hein, Antonio Banderas, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Non, je vous explique, hein. Non, mais, excusez-moi, j'ai pas été barbu toute ma vie, malheureusement, heureusement, bon. Mais en réalité, des fois, on a du mal, l'autre, on peut pas le blairer, on peut pas lui dire je t'aime. Je le dis à beaucoup de couples, ils prennent pour un fou à chaque fois. Et je leur dis, ne dis pas je t'aime, dis il t'aime. Ça détend, ça détend ou ça détend pas? En tout cas, ça détend les couples. Hein. D'un seul coup, ça les détend. Dans les 3 minutes, ils se disent il t'aime. Il faudrait un jour que je l'enregistre ce truc-là, parce que c'est fantastique. Maintenant, Bezrat Hashem. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Oui. Un peu d'amour et quelques expressions dites au bon moment, Baruch Hashem, se dire je t'aime, ça peut tout simplement nous aider à définir le rôle de chacun dans le couple. Et de se rappeler que l'autre nous aime et qu'on aime l'autre à la base, et que c'est pour ça que l'on s'est mariés. Parce qu'on avait envie d'avancer ensemble. C'est ce qui nous permettra de trouver la force à chacun, de trouver en permanence son rôle par rapport à l'évolution du couple, du foyer, et puis, pour Yosef, la croissance des enfants, et les problèmes qui viennent avec. Hein, parce que, pour Yosef, hein, les enfants. Et ainsi, les enfants trouveront mieux leur rôle naturel dans le foyer. Un enfant qui voit ses parents, qui arrive à parler et à dialoguer calmement, à parler de le choix d'une école l'année prochaine pour un enfant. Oui, D'actualité. C'est extraordinaire. Surtout les Français ici, quand ils font leur rallye, hein, Mamma mia. On peut passer d'un extrême à l'autre, ils ne savent pas où aller. Et l'éducation ici, c'est sectorisé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit justement
par rapport à ça que des fois, c'est des sujets de dispute incroyables. Mettons le gosse, admettons, l'enfant, c'est un enfant de 14 ans, 15 ans. Oui. À cet âge-là, il sait déjà plus ou moins ce qu'il veut, ce dont il a envie. C'est un âge auquel il est difficile, il commence à être difficile d'arriver à imposer quelque chose à l'enfant. Vous comprenez ou pas? Donc il faut aller en douceur avec cet enfant-là. Et l'enfant, il dit, papa, maman, j'ai décidé de devenir DJ international. Ouais, à moi Cancun, à moi Ibiza. Le prochain top 50, c'est moi le numéro 1. Il se voit déjà, oui. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai trouvé une formation d'1 mois et demi. Et je vais commencer chez Lulu dans son orchestre pour mariage et bar mitzvah. Vous connaissez votre copain Lulu, le DJ, il a proposé un poste avec son orchestre. Oui, on est comment là? Oui. Et les parents, ils disent, attends, soit l'enfant, on l'encourage dans ce qu'il veut faire, parce qu'il n'a plus envie de rien faire. On se dit, bien, on lui fait faire une école de musique. DJ, parce que DJ, d'accord, les bons DJ, ils s'y connaissent un peu en musique normalement, surtout ceux qui composent des morceaux. Vraiment, ils ont une base en musique, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser. D'accord? Donc, en réalité, qu'est-ce qu'on va? On va lui faire payer une école de musique, si c'est ce qui lui plaît. On sait jamais sur un entendu, au moins il est épanoui le gosse. Au moins on le récupère comme ça. Et l'autre qui dit non, je veux à tout prix qu'il ait son bac. Mais attends, tu vas le mettre dans une école, il veut son bac, il veut pas étudier. Il va faire l'école buissonnière. Il va avoir de mauvaises fréquentations. Il risque de rentrer dans le mur. Ouais. Et là, au lieu de voir ses parents dialoguer normalement, qu'est-ce que c'est? C'est la dispute. Qu'est-ce qu'il fait le gosse? Ni ça, il fait rien. Il en profite, il rentre dans la brèche entre les parents, parce que chacun n'arrive pas à définir son rôle. Et lui, il est, de fait qu'il vive dans un foyer conflictuel, lui-même a un rapport conflictuel aux autres. À l'école, avec les profs, avec les camarades, avec ses parents, avec ses frères et sœurs, etc., etc. Oui. Donc on voit en réalité que d'arriver à instaurer un dialogue sain entre le mari et la femme, calme, posé, mature, bienvenue dans le monde des adultes. Je sais que c'est pas facile pour beaucoup, parce qu'on est dans une génération où beaucoup, malheureusement, ont ce phénomène étrange d'avoir envie parfois de rétrograder, de se dire c'est tellement bien qu'on était avec papa et maman. Vous les connaissez ces couples quand ils ont les soirées familiales, mariage, bar mitzvah, ils disent ah, super la photo que les frères et sœurs avec papa et maman. Hein, les maris et les femmes on les met de côté. Oui. C'est tunisien ça. Non, c'est pas que les Tunisiens. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Non. C'est pas que les c'est beaucoup les Tunisiens, c'est vrai. Mais les autres aussi pas mal. Voilà. D'accord? Donc et c'est pas que chez les juifs. Oui. Parce qu'en général, on est tous des êtres humains à la finale. Hein. Je vous rappelle le truc. Donc, Bezrat Hashem, on voit tout simplement que par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit justement, on voit que on n'a pas de, on a beaucoup de gens en réalité qui se font violence dans leur couple. Ils restent pour le foyer, pour les enfants. Ils comprennent même plus où ils en sont. Ils ont plus de dialogue. Et c'est ce qui explique la hausse incroyable des divorces. Ouais. Bon. Bezrat Hashem. Donc on va voir qu'il est extrêmement important d'arriver à comprendre que tout passe par le calme et la sérénité. Et comme je le dis à plusieurs reprises, il y a deux armes que Dieu a données au mauvais penchant. C'est Mélancolie. la mélancolie et la colère. Voilà, c'est bien. Bon, Hashem. Donc la mélancolie et la colère sont les deux armes qu'utilise. Donc c'est quoi? Quand on se met tout le temps en colère, à l'intérieur je ressens une colère, une frustration, parce que je ne dialogue pas vis-à-vis de l'autre, je ne vais pas vers l'autre, je reste enfermé dans mon mutisme, j'arrive pas à ressortir les choses, j'ai perdu ma passion pour mes enfants, ma passion pour mon foyer, ma passion pour mon conjoint, ma conjointe, ma passion pour mon métier, parce que je cumule problème sur problème, et je me laisse envahir par mes problèmes. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Comment je suis? J'ai envie de me lever le matin. Et on est dans une génération où il passionne. Ça manque énormément. La passion. N'est-ce pas? Bon, alors Bezrat Hashem, on voit justement qu'un des outils extraordinaires pour remettre en place la passion dans un foyer, c'est être besimcha. Être joyeux. Aller à la rencontre de l'autre. Et parfois, ça devient un jeu de rôle. Même si on doit faire semblant parfois. D'aller vers l'autre et lui dire tu m'as manqué aujourd'hui. J'attendais qu'une seule chose, que tu passes le pas de la porte et que tu me fasses ton beau sourire. C'est manique. Hein? C'est un peu manique tout ça. Bah,
C'est mon mari ressemble à Robert Redford. Ah, voilà, Plus c'est Robert que Redford. Ou Alain de loin, il ressemble à Alain. Ouais, les vieilles vannes. Oui. Donc voilà. Mais tout simplement, de faire ça comment? Essayez d'imaginer votre mari, mesdames, une minute, quand il rentre à la maison, voilà, ils sont là, les maris, ils sont pas loin. Essayez d'imaginer quand il rentre à la maison et vous lui dites, j'ai attendu toute la journée de voir ton sourire. Il est quoi? Il se moque de moi ou il va avoir un sourire qui va sortir? Il va sourire. Oui ou non? Non mais essayez d'imaginer. Reste à côté de moi, j'ai besoin de te parler, j'ai besoin de toi. Oui? J'ai besoin de ta présence. Non, ça peut pas régler beaucoup de choses? Ça règle énormément de choses. Oui? Bezrat Hashem. Surtout à une génération où il y a tous ces outils et ce fameux Dexter là. Là, Il va arriver. d'accord? Pour détourner les maris de leurs femmes ou les femmes de leurs maris. Voilà. Donc, Bezrat Hashem, qu'on ait la bracha, la tzlacha, dans toutes nos entreprises, qu'on arrive chacun à définir notre rôle. Pour les gens qui ont besoin d'écoute, qui contactent le profil Facebook qui est tenu par un secrétariat, c'est pas moi directement, d'accord? On vous donnera les coordonnées pour me joindre directement et plus facilement. Bracha vetzlacha à chacun d'entre vous, et à très bientôt pour de nouveaux cours.